Vidéo pour que je vous dise que le Ricoh GR4 est le meilleur appareil photo de rue jamais créé, qui vaut largement son prix et qu'il faut que vous fonciez l'acheter, vous perdez votre temps parce que je le pense pas, et surtout parce que je crois que cet appareil photo n'a jamais été créé pour ça réellement. Ricoh est une marque singulière et comprendre qui a fait cet appareil photo, ça permet de mieux comprendre à qui il s'adresse et pour qui c'est un appareil photo parfait. Le GR3 a été un de mes appareils photo préférés pendant des années, j'en suis revenu et je l'ai revendu depuis. Le GR4 devrait être parfait pour moi, mais c'est vraiment pas le cas. Donc dans cette vidéo, on va comparer le GR3 avec le GR4, mais avant tout ça, un petit mot sur Ricoh. Les vrais débuts de la photo pour Ricoh, ça a été les années 50, quand ils ont sorti la gamme Ricoh Flex, qui était un appareil photo qui coûtait un tiers de ce que la concurrence demandait, à une période où la photo était réservée vraiment aux élites, aux personnes qui avaient des moyens. Dans les années 60 à 70, ils ont innové dans le domaine de l'auto-HAF, qui étaient des appareils photo semi-automatiques qui utilisaient uniquement la moitié de la pellicule photo pour chaque photo, ce qui permettait donc encore une fois de réduire le prix de chaque photo que les personnes prenaient, et ça a ouvert aux japonais moyens la capacité de commencer à photographier ses vacances, son temps libre, des petites photos du quotidien qui, le reste du temps, auraient coûté beaucoup trop cher pour être justifiées. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la gamme GR. En 1996, Ricoh sort le GR1 qui était argentique et qui avait une toute petite optique extrêmement nette, qui a donc ouvert les portes à la plupart des photographes de rue, à des tout petits appareils compacts qui pouvaient emporter partout et qui donnaient une qualité de photo comparable aux appareils pro de l'époque. Depuis, Ricoh est passé au numérique mais reste encore très fortement inspiré par son passé argentique. Ils ont racheté Pentax, qui est un des derniers fabricants de réflexes au monde, et surtout ils ont gardé leur philosophie depuis le début de l'itération progressive au fur et à mesure des années. Quand quelque chose fonctionne, ils le révolutionnent pas, ils vont juste le perfectionner. Et ça nous mène donc au Ricoh GR4, qui est une digne évolution du GR3 en beaucoup de points. Ça reste un petit appareil photo compact avec un capteur APS-C, ce qui est impressionnant pour la taille de cet appareil photo. La focale fixe de 28 mm ouverte à f2.8 a été conservée, mais elle a été améliorée, il y a un élément de plus dedans. La stabilisation du capteur est passée de 3 à 5 axes, il garde toujours le filtre ND qu'il avait avant. L'autofocus a été amélioré, même le capteur a une plus grande résolution et a une technologie plus moderne, donc techniquement il est meilleur en basse lumière. Et même l'ergonomie, qui était déjà excellente sur le GR3, a été améliorée sur le GR4. Le grip n'est pas très profond, mais il a été bien dessiné pour bien tenir dans la main, et certains boutons ont été repositionnés, certaines molettes ont été revues, notamment celle qui était à l'arrière du GR3 et que j'aimais beaucoup, mais qui avait tendance à avoir des problèmes de faux contact pour certains utilisateurs, a été carrément supprimée et remplacée au profit d'une autre molette qui tombe cette fois-ci juste sous le pouce. Même dans le domaine du flash, ils ont réussi à innover. Le GR2 avait un flash qui était intégré, le GR3 n'en avait pas et ça a fait râler beaucoup d'utilisateurs, moi compris, parce que quand on a un appareil photo qui ouvre à f2.8 sur un capteur APS-C, même s'il est stabilisé, pour les photos en basse lumière ça commence à être compliqué. Ce que je tiens dans la main, c'est ce petit flash. Il est à mon avis très intelligent dans sa conception parce qu'il est tout petit et rentre parfaitement sur la profondeur du Ricoh. Il se clipse dedans avec une griffe un peu différente, même si celle du Ricoh reste compatible avec toutes les autres marques de flash. Et là où je retrouve bien la patte de Ricoh dans la manière de soigner les détails, c'est notamment dans le fait que quand on allume l'appareil, il suffit de cliquer à l'arrière sur le petit bouton du flash pour qu'il s'allume. Quand on déclenche, il n'y a aucun contrôle sur le flash, il se fait automatiquement. Il va régler en fonction de la distance, il va discuter avec l'appareil photo, et quand on éteint l'appareil, le flash s'éteint automatiquement. Et ça, c'est le genre de petit détail qui fait qu'on se met à oublier qu'on a un flash sur l'appareil photo, qu'on peut le mettre dans la poche et qu'on s'en rend même pas compte, et qui va continuer à permettre de déboucher toutes les photos qu'on va avoir à contre-jour ou de nuit pour pouvoir éclairer des scènes quand elles sont pas trop loin. C'est sûr, il n'est pas spécialement puissant, et vendu à une centaine d'euros, c'est un certain investissement quand l'appareil n'est déjà pas donné, mais on y reviendra. Mais ça reste l'intelligence de Ricoh de tout soigner jusque dans les détails pour avoir ces petits trucs qui font que l'utilisateur spécifique pour qui cet appareil était fait va trouver son bonheur avec. Alors tous les aspects de l'évolution de ce Ricoh ne sont pas forcément formidables. Typiquement, ils ont augmenté le stockage interne pour le monter à 53 Go environ. C'est très bizarre comme chiffre, mais c'est vrai. De la vraie carte SD qu'on pouvait mettre avant et qui a maintenant été remplacée par une micro SD. Ils ont amélioré la connectivité de l'appareil qui est maintenant en 5G et qui discute mieux avec un téléphone. Mais ça reste quand même à travers l'application de Ricoh qui est moyennement stable. Même la batterie est théoriquement plus grande, mais dans les faits, je trouve que les anciennes étaient tout à fait convenables. Et puis il est important de noter que même l'amélioration de l'autofocus, qui est objectivement vraiment meilleure que celle du GR3, reste largement derrière celle que tous les autres concurrents peuvent proposer aujourd'hui. Canon, Nikon, Sony font des autofocus qui sont 100 fois meilleurs, avec un bon suivi de l'œil. Aujourd'hui, ils sont presque indifférenciables. Chez Ricoh, on est 5 à 10 ans en arrière. Tous les petits gadgets, comme le filtre ND interne, ou le fait qu'on puisse pré-régler la mise au point à l'avance, qu'on appelle la mise au point snap, et la déclencher au moment où on fait la photo, c'est très bien, mais ça change rien au fait que ce soit un appareil photo vendu 1300 € et qui n'est pas capable de faire des fichiers en RAW. Vous m'avez bien
bien entendu, il n'est pas capable de faire des RAW. C'est un truc de fou, tous les youtubeurs disent que oui, il peut en faire, mais c'est faux, il fait du DNG, et pour rappel, le DNG comprend très peu d'informations par rapport à un RAW. Les hautes lumières clippent immédiatement, on récupère très peu d'infos dans les basses lumières, les couleurs sont déjà inscrites dans le fichier de manière où elles sont quasiment inchangeables, et surtout, on va avoir des traitements de l'image qui sont déjà pré-réglés par le constructeur. Typiquement, j'avais coupé complètement la réduction de bruit dans les paramètres, et je continue à avoir une espèce de masse informe de pixels dès que je monte au-dessus de 5000 ISO, alors que je préférais avoir du grain, mais avoir une image nette. Et en règle générale, ça m'a jamais posé de problème d'avoir un peu de grain au prix de la netteté. Alors je fais pas un procès d'intention, je comprends bien que Ricoh essaie pas de proposer un appareil photo pro, il essaie de proposer un appareil photo fun à des pros qui veulent faire des photos de rue et de leur quotidien, les envoyer en 5G à leur téléphone et pas avoir à y repenser. Mais à ce compte-là, surtout à ce prix-là, il est beaucoup plus cohérent d'avoir un bon téléphone portable qui fasse des photos suffisantes, qu'on n'ait pas besoin de repost-prod derrière, qu'on puisse partager directement sans avoir besoin de les envoyer d'un appareil à un autre, qui soit tout le temps dans la poche, qui ait tout le temps la batterie, que tout le monde sache utiliser, qui est bien plus pratique, et qui surtout soit capable de faire de la vidéo, parce que le GR4 est censé pouvoir faire de la vidéo, mais on s'entend, c'est pas du tout au niveau. Évidemment, je vous raconte pas ça pour vous dissuader de l'acheter, je vous raconte ça pour que vous voyez un petit peu au-delà du marketing ce que propose vraiment cet appareil photo. Si vous détestez prendre des photos avec votre téléphone et que vous n'emportez jamais votre gros appareil parce qu'il est trop gros, trop lourd et que vous savez que vous allez passer à côté d'un certain nombre de photos, pourquoi pas? Cet appareil peut être une réponse à beaucoup de ça. Mais il faut que vous sachiez derrière que les photos ne sont pas post-prodables. Soit le JPEG est bon à la sortie de l'appareil, soit on n'en fait rien. Et c'est tout. Il est pour ce photographe-là spécifiquement. À ce prix-là, c'est un gros budget, mais on a vu avec Leica et d'autres marques qu'il n'y a plus vraiment de limite dans le domaine. Donc à ce compte-là, c'est plus vraiment d'argument, c'est cet appareil fait pour vous, foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, on se retrouve bientôt, ciao.